BFM Business, Hebdocom. L'invité. L'invité de la semaine, c'est donc Florian Silnicki. Bonjour. Bonjour. Vous êtes expert en communication de crise et fondateur de l'agence La Frenchcom. Alors, on va revenir avec vous sur l'événement communication de crise de la semaine, si je peux appeler ça comme ça. La vidéo de défense de Carlos Ghosn diffusée par ses avocats japonais. On en écoute tout de suite un extrait. C'est un complot. Ce n'est pas une histoire de cupidité ou de dictature d'un homme. C'est un complot, une conspiration, un coup de poignard dans le dos. Voilà, Florian Silnicki, d'abord sur la forme, il est dans une espèce de fond grisâtre. Est-ce qu'il pouvait vraiment mieux faire compte tenu de son arrestation qui était imminente au moment où il enregistre cette vidéo ? Moi, je vais vous confesser que la question que je me pose, c'est de savoir est-ce qu'on pouvait faire pire, au fond, pour dévaloriser la parole de cet homme. Et ça dit beaucoup, cette vidéo. D'abord parce que ça dit qu'ils n'ont pas pris en compte le fait que la vidéo, c'est d'abord le média de l'émotion. Avant de comprendre ce que vous dites sur le fond et de vous entendre en vous écoutant, eh bien, on repère vos gestes, on repère votre état physique, votre état émotionnel. Et tout cela, en l'état, ça joue particulièrement en défaveur de Carlos Ghosn. Et donc, je trouve que le décorum ne le sert pas, et par ailleurs, mais on y viendra sans doute, ce qu'il développe comme argument, ça ne le sert pas non plus. On voit, et ça me frappe encore plus ici maintenant que je le revois, il ne cesse d'employer des mots qui sont ceux de ses détracteurs, dictateurs, cupidité. Or, l'une des règles en communication de crise, c'est de ne jamais reprendre les termes malveillants de ses détracteurs dans ses réponses. Valérie. Ce qui est intéressant, c'est que il évoque quand même ces notions d'acharnement. Alors la thèse, ou en tout cas la technique retenue, c'est celle du complot qu'on met en avant. Je crois que beaucoup de gens, en tout cas, dénoncent cette approche. En même temps, on est dans un monde aujourd'hui qui est marqué par le complotisme. On en parle partout. On a l'impression qu'il émerge, qu'il est partout. Est-ce que c'est vraiment une si mauvaise stratégie que ça, de s'appuyer sur le complotisme et l'acharnement ? Pour le communicant de crise que je suis, cette question, elle est passionnante. Elle est passionnante parce que, moi, je vais vous dire très franchement les choses. Allez, je devrais peut-être les garder pour moi, mais on va se dire les choses en toute transparence. On porte une responsabilité grave en tant que communicant de crise lorsqu'on conseille à son client de miser sur les bas instincts de l'opinion publique. À l'ère de la défiance à l'égard de la parole publique, de la parole politique, à l'ère du soupçon permanent, à l'égard de toutes les défenses qui peuvent être déployées dans ces crises qui ne cessent de se multiplier d'ailleurs, eh bien, le communicant, lorsqu'il joue sur ces leviers-là, moi je trouve qu'il commet un crime contre l'information. On ne peut pas être digne de cette profession lorsqu'on conseille cette stratégie du complot qui, 1, n'a jamais marché, 2, qui ne fonctionne pas sur l'opinion publique, 3, qui ne cesse de vous rendre, au fond, totalement inaudible au mieux et au fond limite vos marges de manœuvre ensuite. Mais d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est de voir ici que la stratégie de Carlos Ghosn, elle a évolué dans le temps. On a eu d'abord un premier temps de sa défense qui était misé sur le traitement cruel qui lui était réservé, cet acharnement judiciaire du procureur de Tokyo. Une stratégie de victimisation, alors. Exactement, totalement. Et le second temps, ça a été cette dénonciation du complot, cette théorie du complot qui est au fond la pire des stratégies de communication de crise qui pouvaient être choisies par Carlos Ghosn et qui révèle à quel point un colosse peut avoir des pieds d'argile. Alors justement, il ne revient pas du tout sur... Très très rapidement au début sur les accusations qui sont portées contre lui. Il aurait pu peut-être les démonter point par point, dire voilà, Nissan était au courant, Nissan a signé. À aucun moment il revient sur ces accusations, c'est un peu étrange quand même. Non seulement c'est étrange, mais ensuite c'est un handicap à mes yeux. Vous avez parfaitement raison, je partage tout ce que vous venez de dire. Il aurait dû faire une démonstration du fait que ce qui lui était reproché était faux, erroné, mal interprété. Ça aurait dû être basé non pas sur la dénonciation d'un complot, mais sur des faits. Or, la théorie du complot, elle a peut-être au fond ce seul avantage qui est de permettre d'échapper à ses responsabilités en ne répondant pas sur le fond. Cette stratégie du complot, elle n'a pas marché pour Dominique Strauss-Kahn, elle n'a pas marché pour Jérôme Cahuzac, elle n'a pas marché pour Bernard Tapie, elle ne fonctionne jamais. Et donc lorsqu'on l'a choisi, c'est au fond parce que on veut être dans le déni de ses responsabilités, on préfère dénoncer une machination, faire du bruit médiatique, occuper l'espace plutôt que d'avoir à répondre à ses responsabilités. Mais si on prend ses responsabilités, ça peut-être aussi ressembler à des aveux et du coup, dans la machine judiciaire dans laquelle il est, c'était peut-être un peu dangereux aussi. Mais
Alors, peut-être, sauf que l'un des fondamentaux de la communication de crise, c'est la transparence. Et accompagné de cette transparence, il y a la question du fait d'assumer ses responsabilités. Parce que l'opinion est toujours prête à pardonner par un acte de contrition, dont on sait que c'est d'ailleurs l'un des éléments clés mis en scène au Japon par des postures très spécifiques qui mettent en avant les excuses et les regrets qui sont ceux des gens qui font ces aveux. Mais ici, d'ailleurs, il manque aussi l'émotion et l'empathie à l'égard des salariés. Peut-être que Carlos Ghosn aurait pu dire qu'il estimait qu'il n'avait rien à se reprocher, que les faits qui avaient été révélés l'avaient été par des concurrents malveillants pour le déstabiliser. Peut-être, mais il aurait dû incontestablement avoir quelques mots pour ses collaborateurs qui sont des victimes collatérales. La valorisation de l'entreprise elle-même est une victime collatérale de ce fait divers dont il est au cœur. Est-ce que finalement, la seule issue maintenant pour Carlos Ghosn, c'est pas d'être définitivement et complètement blanchi? C'est-à-dire qu'en gros, on est un peu dans Mission Impossible. Je crois que Carlos Ghosn, il doit aujourd'hui dire qu'il assume ses responsabilités. Il doit dire à l'opinion que peu importe qui a révélé les faits qui sont aujourd'hui partout dans la presse, la question elle n'est pas savoir si eux sont responsables du fait d'avoir diffusé ces documents, mais la question c'est celle du fait qu'il est responsable ou non des actes qui ont été publiés dans la presse. Carlos Ghosn, il doit dire aujourd'hui à l'opinion quelle est sa vérité, il doit la mettre en scène, il doit la mettre en scène en une fois pour éviter le feuilletonnage médiatique qui coûte souvent si cher aux gens qui ne veulent pas tout dire tout de suite. Et puis il doit le faire avec des mots qui démontrent à quel point ça l'a touché profondément, parce que c'est évidemment ici un atout. On peut à peu près tous être d'accord pour dire que quelle que soit la responsabilité pénale, civile, juridique, business de Carlos Ghosn, il y a ici un traitement qui sur le plan humain est particulièrement difficile à subir. Un mot aussi de tout ce passage là où il semble donner une leçon de management. Là aussi, on a l'impression qu'il a besoin de justifier son comportement, la façon dont il a pu apparaître chez Nissan, mais c'est peut-être pas ça forcément sur le fond qui lui est reproché, ou en tout cas ça n'est qu'une partie de ce qui peut lui être reproché. C'est vrai, en tout cas c'était pas le moment de faire ça. D'abord ça donne le sentiment que vous voulez non seulement dans une première partie échapper à vos responsabilités, mais ça dit ensuite le fait que vous faites comme si vous étiez encore ce big boss reconnu par tous, écouté de la même façon que lorsque vous étiez aux responsabilités. Lorsque des reproches sont formulés publiquement, vous devez assumer une réponse extrêmement claire à ces reproches, quitte à faire une déconstruction méthodique et factuelle des choses qui sont publiées. On voit ici, au fond, que cette vidéo, elle a d'abord été faite dans l'extrême urgence et que c'est typiquement ce qu'on appelle un cas de communication sous contrainte judiciaire. Il y avait ici une contrainte très forte sur la liberté de parole de Carlos Ghosn qui existait et qui ne pouvait pas être surmontée. Il fallait que ses conseillers en communication lui expliquent que c'était trop tard pour prendre la parole et qu'il fallait renoncer aujourd'hui à occuper l'espace pour mieux l'occuper demain d'une manière beaucoup plus efficace. Merci Florian Silnicki. Je rappelle que vous êtes fondateur de l'agence La French Com.